C'est vrai qu'autour de l'interruption médicale de grossesse, moi, ce qui m'a frappée, c'est ce qui continue de me frapper, c'est le silence. C'est quelque chose qui reste vraiment tabou. Même si on en parle de plus en plus, ça reste difficile de l'aborder, y compris au sein des familles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on aborde très très rarement avec nos familles, même avec nos amis, même très proches. Alors parce que c'est quelque chose aussi qui nous touche et dont il est difficile pour nous de parler, mais aussi parce que moi, en tout cas à titre personnel, je vais me dire mais je vais pas emmerder les gens avec mon histoire. Enfin voilà, bon. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On y va ? T'es prête ? Prête. Enfin, je suis pas sûre, mais... Comment ça, t'es pas sûre ? Oh, faut pas trop se poser de questions. Faut se lancer, c'est ça ? Ouais. Un peu comme un saut à l'élastique. Pareil. Dans le vide. Pareil. Eh bien, bienvenue dans ton saut à l'élastique, Suzanne. Merci. Suzanne, tu m'as envoyé un mail. Tu es la meilleure amie d'Estelle. Oui. Est-ce que si Estelle entend que tu es sa meilleure amie, elle va pas tilter, elle va dire oui, c'est vrai, Suzanne est ma meilleure amie. On verra. Donc Estelle qui est passée il y a quelques mois dans le podcast pour venir parler notamment de tout son rapport au transgénérationnel. Je mettrai un lien dans les notes si vous n'avez pas écouté l'épisode d'Estelle, il était vraiment super. Et Estelle m'a parlé de toi en me disant que sans doute sa pote Suzanne aurait une histoire cool à me raconter, etc. T'as fini par m'envoyer un mail et nous voilà. Oui. Est-ce que déjà, tu peux raconter de façon un peu résumée, ton histoire de daronne ? Oui, bien sûr. Ouais. Je crois que mon histoire de daronne, elle commence au Cambodge en 2017 quand je rencontre Paul, mon mari. Moi, j'ai un coup de cœur tout de suite. Je suis amoureuse de lui en secret pendant 1 an, globalement. Puis je finis par me lancer. Et, En secret ? Ouais. Ok. Parce que c'était mon collègue. Ah, yes. Il y avait de l'interdit derrière tout ça. Oui, c'est ça. Et puis, c'était un jeune homme difficile d'accès. Donc, voilà, il y avait de l'appréhension aussi. D'accord. Et puis, finalement, les choses se sont faites. Et donc, avec Paul, on s'est mis ensemble. Et puis, en 2019, on a appris que j'étais enceinte. Je revois encore la scène, j'étais dans les toilettes avec un test de grossesse, on était super heureux de ça. C'était pas forcément prévu à ce moment-là, mais c'était une belle nouvelle. Et cette grossesse, malheureusement, a vite tourné à une histoire super triste, puisqu'en fait, on a fait une interruption médicale de grossesse, puisque notre petite fille, Madeleine, était atteinte de trisomie 18 et d'autres malformations associées. Et donc, elle ne pouvait pas vivre. Donc, on a interrompu la grossesse en avril 2019. Voilà. Ok. Après ça, on a un peu cheminé. Voilà, il nous a fallu... Euphémisme, j'imagine, quand tu dis un peu cheminé. Ouais, c'est un euphémisme. Et en même temps, on a aussi été dans une forme de pulsion de vie parce que je suis retombée enceinte pas si longtemps après ça. En fin d'année 2019, voilà, j'étais enceinte et on a accueilli notre fille Pia en juillet 2020. Ok. Voilà, donc elle a aujourd'hui 2 ans et demi. Et depuis, Pia a eu un petit frère, Joseph, qui est né cette année en juin. Voilà. Félicitations. Hein. Merci. En tout cas, merci beaucoup. On va parler effectivement de tout ce parcours, de tout ce que tu vas, de toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Mais avant ça, je me demandais un petit peu d'où te vient ton désir d'être maman. Mon désir d'être maman, alors il est d'une part inconscient. À un moment,
y a une envie un peu irrépressible, voilà, d'avoir des enfants. Tu l'avais pas trop eu avant ? C'était pas tellement. Ok. Pas tellement. Alors est-ce que à un moment j'ai été inspirée par Paul en me disant voilà, c'est avec lui que j'ai envie d'avoir des enfants ? Est-ce qu'il y a un truc biologique ? Ça reste un peu mystérieux pour moi. Et c'est aussi nourri par la mère que j'ai eue en fait aussi. J'ai eu une maman formidable qui est décédée d'un cancer du sein en 2016 et la manière dont elle a été mère, je crois, m'a inspirée. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait en particulier, ta maman, pour t'inspirer à devenir toi-même maman ? L'amour inconditionnel. Ah ouais. Alors ça paraît peut-être très bateau ou évident. Non. Ouais, je sais pas. Non, pas du tout. Mais vraiment une espèce de pureté en fait dans la manière dont elle m'aimait. Et puis alors il y avait un côté à la relecture, il y avait presque un côté peut-être un peu sacrificiel, quoi, parce que j'étais vraiment son centre d'intérêt, numéro 1. Je suis enfant unique en plus, donc ça renforce, vraiment ce côté-là. Mais c'est vrai qu'elle m'a fait un magnifique cadeau parce que j'hérite d'assez peu de failles, en tout cas de ce côté-là. Ok, beaucoup d'amour donc. Ouais, beaucoup d'amour, d'écoute. Parce que je te pose la question parce que souvent les mamans et les parents d'une manière générale qui investissent beaucoup d'amour et de temps à leurs enfants, ils finissent par leur demander en échange des trucs en retour. Ouais. C'est très rarement totalement gratuit parce qu'on a un peu ce truc de non mais en fait ça peut arriver en tout cas. Ça peut arriver et tu vois, je revois une image, la dernière conversation que j'ai eue avec ma maman. Vraiment la toute dernière conversation. Une de mes dernières phrases, c'est je veux être une maman comme toi. Voilà. L'idée, c'est pas forcément d'être exactement la même, parce qu'il y a des choses en plus que j'ai envie de faire différemment. Ça, je suis assez OK avec cette idée. Mais en tout cas, dans cet amour inconditionnel, j'espère m'approcher de ça, et puis être une oreille à laquelle on peut tout dire, ou en tout cas beaucoup de choses, voilà, ce qu'elle a été. Ok. Voilà. Et j'imagine que tu m'en parlais d'ailleurs dans ton mail, que c'est pas forcément très évident aujourd'hui aussi de te construire en tant que mère, puisque t'as plus ta mère avec toi, quoi. Complètement. C'est ça, j'ai été un peu fauchée en fait par ce constat. Okay. Je l'avais pas forcément anticipé. Mais c'est vrai que l'absence de ma mère est particulièrement lourde quand il s'agit de ma maternité. Voilà. Alors au moment des naissances, évidemment, son absence est assez cruelle. Et puis au moment où je peux avoir des interrogations sur la façon dont j'ai envie de faire les choses avec mes enfants, ou des questions que j'ai envie de poser sur ma propre naissance. Voilà. Je revoyais récemment en fait une photo de ma maman à la maternité avec moi dans les bras. Il y a un bouquet, j'ai envie de savoir qui lui a offert ce bouquet. Ouais. Il y a un livre, qu'est-ce qu'elle lisait, comment ça s'est passé, parce qu'en fait j'ai déjà le récit qu'elle m'a raconté quand elle était là, mais en étant mère aujourd'hui, je pense que j'aurais d'autres questions. Voilà. Vous aviez une vraie complicité, elle était une oreille pour toi aussi, c'est ça ? Ouais, complètement. Ah oui, tout à fait. Et puis, comme c'était quelqu'un de réservé et de timide, j'ai pas forcément eu avant sa mort tous les détails, Ah oui, ça manque un peu d'aller creuser son histoire, c'est ça ? Ouais, j'ai ce sentiment. Ouais. Son histoire à elle ou votre histoire à vous ? Les deux, en fait. Parce que c'est lié. Et elle-même n'ayant pas eu une mère aimante, il faudrait faire appel à Estelle pour de la transgénérationnelle. Ouais. Mais elle-même n'ayant pas eu une mère aimante, je crois que elle aurait eu beaucoup de choses à me dire sur la maternité. Voilà. Et sur comment faire différemment aussi quand on n'a pas eu le modèle qu'on espérait. Comment composer. J'aurais aimé l'entendre, mais j'imagine maintenant. Mais c'est chouette aussi parce que je crois que les gens qui écoutent là, ça prouve aussi qu'il faut aller demander à vos parents les trucs que vous avez envie de leur demander avant qu'il leur arrive un truc, quoi. Complètement. Tant qu'ils sont encore là,
C'est hyper important, ouais, vraiment. Et ne pas hésiter, moi je crois, à poser des questions qui peuvent paraître même insignifiantes en fait, sur des détails de comment se sont passés les événements pour les uns et les autres, parce qu'en fait ça a de l'importance quoi après dans sa propre construction. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, revenons à ton histoire. Oui. Donc tu rencontres le fameux Paul, oui. qui est mystérieux. Oui. Moi, quand tu me l'as raconté, tu sais, je l'imagine comme le pilote brésilien dans Vice Versa. Je sais pas si tu vois l'image. T'as déjà vu Vice Versa? Non. C'est super, hein, c'est un film de Pixar qui parle beaucoup des émotions et tout. Ils ont transformé les émotions en petits bonhommes. C'est hyper malin. Et donc il y a ce truc où on est parfois dans la tête de la mer, si tu veux, et ils ont cette image d'un mec, d'une sorte de pilote brésilien. À chaque fois, ils sont là. Pourquoi on n'est pas parti avec le pilote brésilien? Et tu sais, il est là. Bon, bref, quand tu me l'as raconté, j'étais là, c'est un mec mystérieux qui se livre pas beaucoup. C'est exactement ça. Exactement. Qui a beaucoup de distance. Ouais. C'est un peu un truc que les mecs font pour éviter de se livrer aussi, quoi. Mais on en reparlera. Complètement. Ouais. C'est plus simple, tu vois, ils sont là. Moi, je dis pas grand-chose, comme ça, c'est la personne d'en face de réussir à interpréter. Et c'est limite un piège, quoi. Tu vois que les mecs mettent en place. Absolument. Souvent inconsciemment, hein, tu vois, mais. Et puis il y avait la dimension qu'il était seul, en fait, perdu au fin fond du Cambodge depuis quelques années. Et donc, il y avait. C'était Indiana Jones, quoi. Ouais, c'était Indiana Jones, en plus beau. mais non, mais il y avait ce côté quand même solitaire, quoi. Voilà. Et puis je pense qu'il se protégeait aussi de rencontres en fait avec même avec les filles, quoi. Voilà. Ok. Donc, quand est-ce que tu le rencontres, Paul? En 2017. Ok. Donc entre 2017 et 2019, il se passe pas beaucoup 2018, de temps. Ouais, fin 2018, il se passe pas beaucoup de temps avant que tu lui mettes le grappin dessus. Oui, c'est vraiment l'expression. Oui, je suis vraiment allée le décrocher, mais avec les dents. Décrocher de son arbre. Ouais. T'es là-haut. Ah, vraiment. Je crois qu'il a pas compris ce qui lui arrivait. Ah ouais, à ce point. Mais raconte-moi alors, comment vous décidez ensemble, alors que vous connaissez depuis assez peu de temps finalement, de vous dire ok, let's go, faisons des enfants. Écoute, il y a un truc un peu assez indicible. Alors, il y a une donnée importante, c'est que donc Paul est catholique. Pas moi. Moi, je suis même plutôt issue d'une famille anticléricale. Oui, super mix. Voilà, super mix. Mon père aime bien bouffer du curé. Ah oui. Donc voilà. Mais donc les repas de famille doivent être cool. Ouais, finalement, il y a du débat et c'est intéressant aussi parce que ça se fait en plus dans la bonne entente. Bah oui. Donc, voilà. Mais donc Paul étant catholique, je savais qu'en lui déclarant ma flamme, voilà, c'était pour une histoire sérieuse et qu'on construirait vraiment quelque chose. Et je savais par des discussions qu'on avait eues par le passé que les enfants, voilà, faisaient aussi partie de son équation à lui, faisaient partie de la mienne. Donc voilà, ça s'est fait naturellement en fait. Ok. Ouais, ça s'est fait vraiment naturellement. On n'a pas forcément posé de date en disant bon bah là c'est parti quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Et quand notre premier bébé s'est présenté, on était vraiment super heureux quoi. Ok. Voilà. Bon, c'est le vertige et le bonheur en même temps quoi. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Tu te souviens de cette grossesse? Tu me disais tout à l'heure que t'étais. Ouais, je me souviens très très bien de la manière dont on l'a appris, du restaurant dans lequel on est allé après pour fêter ça. On était perdus parce qu'on savait pas ce que je pouvais manger. Enfin voilà le classique. Le classique. Très heureux. Il y a l'annonce après aux familles, voilà, qui est un moment toujours sympa. Mais nous, on a été vite rattrapés quoi par la réalité, parce qu'en fait, lors de la première écho, celle des 3 mois, la sage-femme nous dit je vois quelque chose d'anormal. Voilà, la clarté nucale de votre bébé n'est pas dans les normes et il y a aussi visiblement une omphalocèle, donc c'est-à-dire la paroi abdominale n'est pas refermée quoi, donc les viscères du bébé sortent. Voilà, désolée pour ces détails. Donc il va falloir faire des examens plus poussés pour savoir ce qu'il en est. Donc là, on a été vraiment soufflés parce que on s'attendait pas à ça. Moi, j'avais un mauvais pressentiment, en réalité, en allant à l'écho. J'étais anxieuse. Alors bon,
c'est difficile après de savoir, Bah oui. de démêler le vrai du faux, mais comme si j'avais une intuition, en tout cas, que quelque chose n'allait pas tourner rond, quoi. On peut dire aussi que c'est pas parce que t'es anxieux que ça va mal se passer, parce que j'imagine qu'il y a des futures mamans qui écoutent, tu vois. Complètement, absolument. Ouais, C'était tout à ton fait. ressenti à toi sur le moment par Absolument. rapport à... Ouais, et d'ailleurs, il s'agit vraiment de mon histoire, quoi. C'est-à-dire que même les mots que je pose, ils paraîtront peut-être maladroits pour Mais d'autres t'es là personnes. pour raconter ton histoire. Ouais, c'est ça. Je me permettais juste de le dire parce que effectivement, cette histoire d'anxiété, je crois que c'est un vrai truc qui peut traverser des jeunes femmes enceintes, enfin des femmes enceintes qui sont souvent enceintes pour la première fois. Et je trouve ça cool, tu vois, de venir dire chaque histoire est vraiment personnelle. Différente, t'as raison. singulière. Tu viens raconter carrément. ton histoire. Mais et donc voilà, donc cette sage-femme nous apprend ça et donc en nous disant voilà, ça peut être une forme de trisomie. Donc déjà on apprend qu'il y a différents types de trisomie, la trisomie 21, la 18, la 13, mais ça peut être autre chose, voilà. Donc très très abattu. On enclenche donc les examens, donc ça s'appelle une biopsie de trophoblaste. Bon voilà, on se retrouve dans un contexte hyper médicalisé et en fait complètement quelque part abandonné aux mains des médecins en fait. Parce que là, on maîtrise plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'on s'attendait pas à ça. On découvre en fait, voilà, que les choses peuvent vraiment tourner mal. On ne sait pas si notre enfant pourra vivre, est-ce qu'il aura un handicap, etc. Donc là, c'est vraiment une période très dure. Et quand tu dis on, tu parles de toi et de Paul. Et de Paul aussi. Vous avez beaucoup échangé par rapport à ça, justement. Oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose. C'est dur, hein. C'est dur de réussir à se livrer, justement, surtout si le mec est mystérieux. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais là, le mec mystérieux avait rompu la carapace. Ouais. Parce que, en plus, on a vite compris qu'il y aurait une décision à prendre. Enfin, en tout cas, qu'on nous mettrait face à une décision. Et donc, que cette décision, elle nous impacterait toute notre vie. Que potentiellement, c'est une décision qui, en plus, aurait des conséquences sur notre couple. Parce qu'on sait que ce sont des événements qui peuvent briser des couples. Parce que c'est extrêmement violent à vivre individuellement. Vous l'aviez anticipé, ça ? Ouais, c'est des choses qu'on verbalisait. Ok. Ouais, c'est des choses qu'on verbalisait. Ce qui rendait en plus les choses super compliquées, parce qu'on avait quelque part la vie de notre bébé en jeu, notre couple, la suite. Enfin, on avait vraiment il y a beaucoup de gravité. Et voilà, c'était vraiment très, très dur, quoi. Et quand on a appris donc, que notre bébé était atteint de trisomie 18 avec d'autres malformations associées, on a été confronté au choix de l'interruption médicale de grossesse. Voilà. Avec ces différents stades et donc ces différentes méthodes aussi, qui n'impliquent pas forcément les mêmes choses. C'est-à-dire que avant un certain stade, la naissance du bébé, on va dire, est provoquée et le bébé meurt naturellement. Après, il y a une injection létale qui est faite et ensuite, le bébé est né, quoi, la femme accouche. Donc voilà, on est confronté à ce choix. On a un peu le sentiment que pour les médecins, c'est plié. Honnêtement, que qu'il n'y a pas tellement d'options, qu'il faut forcément interrompre la grossesse. Donc ça, c'est assez violent à recevoir en fait, parce qu'on se sent dépossédé en fait du choix. On se sent dépossédé du choix, alors que pour Paul et moi, il y a une réelle on se dit pas du tout de suite, on va interrompre la grossesse, notre bébé est atteint d'une trisomie 18, on peut pas vivre ça, donc on interrompt la grossesse. On hésite vraiment, et d'autant plus que justement, Paul étant catholique, lui, il préférerait ne pas interrompre la grossesse. Voilà. Donc, comment ça se passe entre vous ? C'est une discussion, j'imagine, qui est compliquée. Ouais, compliquée, qui se fait pour le coup vraiment à huis clos, quoi. Lui, moi, en plusieurs fois, avec énormément de pleurs, d'émotions, d'engueulades aussi. C'est quoi les sujets d'engueulade ?
lui, il peut avoir le sentiment que justement l'affaire est pliée, et y compris de mon côté. Ok. Que j'ai déjà pris ma décision, qu'il est un peu exclu, que le père est un peu exclu en fait de cette décision, parce qu'on s'adresse beaucoup à la femme en fait, puisque le bébé est dans notre corps, etc. Il y a aussi l'enjeu de ce que veut dire en fait porter un enfant qui va mourir in utero, et alors les dangers, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas les conséquences que ça peut avoir, y compris après d'accoucher d'un bébé mort-né. Donc lui, il a le sentiment qu'il est exclu quelque part, en fait, que sa décision, enfin que son avis compte moins, alors qu'il est impliqué dans la grossesse, que c'est le père et tout ça, et que lui, il a son opinion en plus assez ferme quoi sur la question. Et toi, comment tu vis cette période, ces discussions que tu peux avoir avec lui? Moi, c'est compliqué. Honnêtement, je suis un peu azimutée, quoi. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension, c'est-à-dire que, et en même temps, je suis super malade parce que j'ai été très nauséeuse. J'ai mon ventre arrondi, parce que là, on est quand même rendu à presque 4 mois de grossesse. Je sais qu'il faut prendre une décision. J'éprouve énormément de culpabilité. C'est-à-dire, je me dis, ok, c'est ma première grossesse, il y a un problème, donc ça veut dire que je ne suis pas capable, en fait, de mener une grossesse à terme, dans de bonnes conditions. Voilà, qu'est-ce qui cloche? Donc, il y a énormément de culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité vis-à-vis de Paul aussi. Justement, je me dis, en fait, s'il était avec quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui partage aussi la même religion que lui, les questions ne se poseraient pas comme ça. Il n'y aurait pas de dilemme. Et donc, d'un autre côté, il t'a choisi toi. Ouais. C'est pas comme s'il était pas, il savait pas qui tu étais, quoi. Non mais t'as tout à fait raison. Et j'imagine que c'est plus simple à dire qu'à vivre. Hein. Parce que sur le coup, tu te dis, qu'est-ce que je lui fais vivre? Enfin, vraiment, j'avais un très fort sentiment de culpabilité. Je te dis ça parce que c'est souvent un truc qui revient chez les darons, la culpabilité qui pèse là sur le fait d'être une bonne mère. Alors j'en ai de plus en plus chez les darons, si tu veux, mais qui se présente sous une autre forme. Mais chez les mères, j'ai l'impression que c'est quasiment 100%, quoi. Ça fait vraiment partie de l'ADN. C'est quand même compliqué. Et tu vois, pour moi, c'est marrant parce que pour moi, la culpabilité, elle vient aussi parfois d'une éducation religieuse. Tu vois, et là, tu me disais que pas du tout, tu vois. Donc, c'est... Non, tu as une maman aimante, tu vois, donc qui t'a pas aussi, parce que souvent les mamans elles se refilent la culpabilité de mère en fille, etc. J'ai pas l'impression que ta mère t'ait beaucoup refilé ça, tu vois, mais ça t'empêche pas, tu vois, à ce moment-là de te dire, ok, je suis pas une bonne mère. Je suis pas une bonne femme non plus. Complètement. Ouais, parce qu'en fait, il y a aussi ce que te renvoie la société. Et c'est vrai qu'autour de l'interruption médicale de grossesse, moi, ce qui m'a frappée, ce qui continue de me frapper, c'est le silence, en fait. Voilà. C'est quelque chose qui reste vraiment tabou. Même si on en parle de plus en plus, ça reste difficile de l'aborder, y compris au sein des familles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on aborde très très rarement avec nos familles, même avec nos amis, même très proches. Alors parce que c'est quelque chose aussi qui nous touche et dont il est difficile pour nous de parler. Mais aussi parce que moi, en tout cas, à titre personnel, je vais me dire, mais je vais pas emmerder les gens avec mon histoire. Enfin, voilà. On va pas trop déranger. Hein. Oui, voilà, ce serait dommage de trop déranger. Parce que je pense que la société n'a pas envie d'entendre parler de ça aussi, quelque part. Puis on a un problème avec la mort, d'une manière générale, dans nos pays occidentaux, quoi. Complètement. Ouais, complètement. Et puis c'est vrai que, alors c'est de moins en moins vrai, mais on glorifie beaucoup cette étape qui est la grossesse. Voilà, c'est un état de grâce, c'est formidable. Beaucoup de femmes y trouvent un épanouissement. D'autres pas du tout, mais en tout cas il y a quand même encore cette image d'épinal, quoi, de la grossesse qui suit son cours, qui se déroule. Si ça se passe bien, c'est super. Si en plus tu vois t'es une femme, tu peux continuer à faire du sport, à continuer à travailler. Si t'es pas malade, voilà, c'est le top, quoi. Sauf que c'est pas enfin voilà, la réalité. C'est pas vrai pour tout le monde, hein. Ouais, c'est pas vrai pour tout le monde, exactement. Puis tu peux prendre des petits trucs et puis pas forcément faire tout, tu vois. Ouais, carrément.
Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a cette culpabilité qui est nourrie par ça aussi, quoi. Et qui est nourrie par le fait aussi de confronter, Paul quelque part aussi à quelque chose de dur. Alors c'est étrange de confronter nos familles aussi à quelque chose de dur. Parce que lui doit aller voir sa famille qui, j'imagine, est aussi catholique et... Eh ben non. Quoi ? Sa famille n'est pas catholique ? Non. Ok, d'accord. Paul, il a vécu une conversion tardive, autour d'une vingtaine d'années. Ok. Donc sa famille, non, n'est pas catholique. Voilà. D'accord. Ouais. Donc c'est aussi pour ça, je pense, que ça permet que voilà, on soit le couple mixte qu'on forme aujourd'hui, c'est que finalement, je suis pas si éloignée de ça, de qui il est, quoi. Ok. Mais voilà, moi j'ai un papa qui s'inquiétait beaucoup pour moi. Voilà, en plus le décès de ma mère restait relativement récent, quoi, à l'échelle d'une vie, donc ça faisait beaucoup là aussi de malheur en peu de temps. Donc on portait aussi ce poids de nos familles en fait, qui quelque part attendaient notre décision, les médecins aussi. Parce qu'on a très peu de temps pour se décider, on a une semaine. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé un deuxième avis. Et notamment, par le biais d'une amie, on a eu un contact avec un gynécologue obstétricien catholique, justement. Qui est spécialisé sur le diagnostic anténatal et avec qui on a eu un échange et qui a posé en fait les choses de manière différente par rapport au premier médecin qu'on avait vu. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de dire. Il a dit quoi exactement, si c'est pas par rapport au premier? Le premier, il y avait vraiment un truc super factuel, voilà où on en est, voilà les étapes, qu'est-ce que vous choisissez, est-ce que vous voulez vous entretenir avec un pédiatre, voilà, c'était très très opérationnel. Anthony, qui est le prénom du deuxième médecin, nous a dit, en fait là on vous demande pas de choisir. De toute façon, votre bébé ne peut pas vivre. La question, c'est de savoir ce que vous avez envie de vivre avec votre bébé jusqu'à sa mort qui est inéluctable. Voilà. C'est vrai que posé comme ça, c'est différent. C'est différent. Et il nous a dit aussi par rapport justement à la religion, il nous a dit effectivement, il y a, on va dire, ce que recommande voilà, l'Église catholique, les préceptes, etc. Mais Dieu n'a jamais fait de médecine anténatale. Pas mal. Et en fait, ouais. Enfin, pas mal. Ouais, c'est... En tout cas, ça a dégonflé quelque chose et ça a amené un peu de paix dans notre prise de décision, la manière dont lui a posé les choses. Et pour moi, à ce moment-là, c'était pas possible de continuer à porter mon bébé. Voilà. C'est-à-dire que déjà, je me regardais comme étant un cercueil. Enfin, vraiment, c'est un truc que je me revois, quoi, dans le bain, regarder mon ventre et me dire, mon ventre est un cercueil, en fait. Enfin, c'est... Enfin, ça sent... ouais, ça sentait pas la vie, quoi. Voilà. Et du coup... ça a aidé Paul aussi, pardon. Ouais. Complètement. Ouais, parce qu'en fait, ça pose aussi les choses à l'échelle d'une vie, quoi, et pas que d'une prise de décision médicale, encadrée par un comité éthique qui prend la décision, mais qui en fait est déjà prise. Enfin, voilà, donc ça pose les choses différemment. Et c'est en ça que moi, j'ai trouvé vraiment bien de prendre un deuxième avis. L'idée, c'est pas de remettre en question, en fait, les données médicales et la science, pas du tout. Enfin, d'ailleurs, on a fait appel à un médecin. Hein, donc, mais l'idée, c'est peut-être d'entendre les choses différemment. Sous un autre point de vue. Ouais, sous un autre point de vue, okay. Sous un autre angle. Et nous, c'est ça, en fait, qui a acté notre décision. Voilà. Et donc, on a décidé d'interrompre la grossesse. Nous, on voulait pas de l'injection létale, donc on a demandé à ce que ce soit fait le plus rapidement possible une fois que notre décision a été posée. Et donc, le 29 avril 2019, on s'est retrouvés à la maternité pour donner naissance, en fait, à notre petite fille née sans vie,
selon la formule consacrée. Donc péridurale, voilà, puis déclenchement des contractions, et puis on attend toute la journée, et puis vers 18h30 finalement, Madeleine est sortie. Moi au début j'étais pas sûre de vouloir la voir. Paul, pour lui c'était pas un sujet, il voulait absolument la voir. Et accompagné par la sage-femme qui était là à ce moment-là, Floriane, et par Paul, j'ai dit ouais, si, bien sûr, je veux la voir. Et donc, en fait, on a eu notre petite fille de 18 semaines. On l'a eu dans les mains. J'avais super peur parce que je me disais, mais ça va être hyper impressionnant, ça va être moche, ça va être écœurant peut-être. Pas du tout. En fait, il y avait un truc beau. Enfin voilà, nous on l'a trouvée belle. On voyait déjà des formes de traits. Et on est resté 1 heure avec elle. Les sages-femmes ont fait ses empreintes aussi, qu'elles nous ont remises en guise de souvenir, etc. Et ensuite, ils nous ont expliqué qu'en fait à Rennes, où je vis avec Paul, il y a dans un cimetière une partie réservée aux enfants nés sans vie. Voilà, donc on peut inhumer soit le corps, soit des cendres, d'enfants nés sans vie. Et c'est un bel endroit. Nous, on a décidé donc de faire inhumer Madeleine et où on va se recueillir avec Paul régulièrement. Voilà. Et d'avoir cet endroit, pour nous, c'est une vraie nécessité. Parce que ça symbolise vraiment fortement qu'elle a été là, que quelque part elle est toujours là, il y a une plaque avec son nom, etc. Et on y trouve du réconfort, en fait. Et puis il y a tous les autres enfants autour. Il y a des fleurs, il y a des mots déposés par les parents. Enfin voilà, on se sent appartenir quelque part à une communauté de gens qui ont vécu la même chose que nous, quoi. Enfin, voilà, peu ou prou, quoi. Bien sûr. Et donc on a décidé de faire ça, voilà. Et puis une fois que Madeleine donc est née, on a dormi à la maternité. On nous a demandé si on voulait rester à la maternité ou dans un autre service, et je sais pas, j'ai dit non, moi je veux être à la maternité, quoi. Je venais bien d'accoucher, quoi. Enfin, moi j'ai vu mon bébé, je l'ai eu entre les mains. Pour moi, c'est pas une parenthèse, quoi. C'est vraiment, c'est mon premier enfant. Et donc, on a été à la maternité. Et puis, on a demandé à revoir Madeleine le lendemain, ce qui a été permis par l'équipe. Il y a même une cadre de santé qui a fait le guet devant la porte pour qu'on ne soit pas dérangé, etc. Donc voilà, c'est des moments en fait qui restent très importants aujourd'hui. Je sais qu'il y a des couples qui font le choix de ne pas voir leur enfant, et je trouve que ça appartient vraiment à chacun. Mais pour nous, c'est une vraie source de réconfort, quoi. Ce que je disais, de l'avoir vu et d'avoir là matérialisé quelque chose après en l'alignement au cimetière. Elle apparaît sur notre livret de famille. Depuis la fin d'année dernière, on a la possibilité de faire apposer le patronyme, le nom de famille, aux enfants nés sans vie. Avant, c'était que le prénom. Ok, je savais pas. Ouais. Et c'est une loi qui permet ça et qui est rétroactive. Donc nous, on a pu faire apposer notre nom de famille à côté du prénom de Madeleine. Ok. Donc quelque part, symboliquement, c'est l'inscrire dans une lignée. Elle n'est pas demi-enfant, quoi. Elle est vraiment notre premier enfant. Et il y a un truc qui est difficile, c'est que souvent on nous demande vous avez combien d'enfants ? Et avec Paul, on ne sait jamais trop quoi répondre au fond. Parce que il y a toujours le malaise, on en a 3, mais alors 1, donc notre premier, enfin voilà. Donc on dit souvent 2 pour s'épargner aussi et pour épargner tout le monde. Mais pour nous, c'est très clair, nous avons 3 enfants et Pia, qui est notre fille qui est née après, a bien une grande sœur, voilà, qu'elle ne verra jamais, dont on lui a déjà parlé, dont on lui parlera. Mais qui n'est pas là. Voilà. Tu me parlais de deuil périnatal. Ouais. Ça aussi, j'imagine que ça doit être un sacré voyage. Ouais, c'est un sacré voyage. C'est un voyage brumeux, honnêtement.
j'ai pas de souvenirs très clairs de ces périodes-là, si ce n'est quelques éléments qui m'ont permis de me ressourcer. Alors il y a à Paris par exemple, chaque année il y a la journée du deuil périnatal, donc il y a des professionnels qui se réunissent, des parents, rencontrer des gens qui ont traversé ça, c'est une vraie ressource. Ne pas se sentir seul. Nous on l'a fait avec Paul, on y est allé avec Paul, rencontrer des associations de parents aussi. Alors c'est et ressources et en même temps c'est assez abyssal parce qu'on voit des gens qui 15 ans plus tard vivent toujours la douleur, donc on se dit waouh, ok, il faut s'attendre à ce que le voyage soit très long. Moi honnêtement tu vois, j'en parle aujourd'hui, j'arrive à en parler sereinement, mais c'est un sujet qui reste vraiment douloureux, voilà, vif et vraiment douloureux. Donc le voyage, il est brumeux. Il faut se raccrocher. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis raccrochée à ma capacité à aimer la vie. Voilà. Quelque part, c'est une forme de discipline. Je me dis, oh non, enfin, c'est-à-dire que j'enchaînais un peu, quoi. J'avais perdu ma maman en 2016. Là, 2019, je perds ma première fille. Donc il y a aussi un sentiment un peu de solitude dans l'arbre. En termes de lignée, c'est ça ? En termes de lignée, ouais. Il y a un peu une forme de... Je me sentais un peu sur une île déserte, honnêtement. Mais je me dis, voilà, j'ai choisi mon camp, ce sera la joie, quoi, quelque part. Mais c'est une discipline. Alors je sais pas si c'est du coup... c'est fatigant aussi. Si c'est du coup quoi, t'allais dire ? Je sais pas si du coup c'est pas très spontané, quoi, quelque part. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un truc, faut dire, non, mais la vie est plus forte, la vie est belle, il y a des vrais moments de joie, ça ira mieux. Enfin, voilà, ça ira, fais confiance à ta résilience. Mais des fois, ça ressemble plus à la méthode Coué qu'à quelque chose de vraiment, tu vois, vécu intérieurement. Parce qu'intérieurement, c'est plutôt une dévastation, quoi. Et t'avais du mal à aller, comment dire, t'immerger dans cette tristesse ? T'as peut-être toujours du mal, d'ailleurs. Je dis ça comme si c'était passé. Mais... Je crois que j'ai du mal. Ouais. Je crois que j'ai du mal, en fait, Je crois que j'ai du mal à... C'est très joliment dit. À aller m'immerger dans la tristesse. Ouais. Parce que peut-être que j'ai peur, quoi, quelque part aussi de ce qui peut en ressortir. Je me dis que là, en plus, on a avancé ensemble avec Paul. Enfin, voilà, vraiment soudés. On a beaucoup discuté. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. En fait, on s'est rendu compte aussi entre nous. Donc, comment ça ? C'est-à-dire moi, j'avais de la culpabilité de lui avoir fait vivre ça, alors que lui me dit, mais non, enfin, j'ai aussi choisi, c'est-à-dire quelque part comme toi. Vous êtes à deux dans le même bateau. Ouais, on a été à deux dans le même bateau. Moi, j'avais l'impression, quelque part, d'avoir... j'avais le sentiment un peu d'avoir... quelque part tué mon bébé, quoi. Enfin, par cette décision, quoi, tu vois. Wow. Il y a un truc... parce que je me dis, mais c'est ton choix qui a fait ça, c'est ton choix qui a fait ça, etc. Et quand j'ai dit ça à Paul, il m'a dit, mais oh là là, enfin... il avait pas du tout idée de ce que je pouvais traverser, en fait, et de la puissance de la culpabilité, quoi. C'est venu tard, ça ? Ouais, enfin, c'est venu tard, oui et non, parce qu'en fait, c'était, tu vois, c'est 2019, et je sais pas, non, c'est venu dans les mois après, dans les mois qui ont suivi, quoi. Ça, c'est quand même long, des mois. Ouais, c'est long. Complet à se dire qu'en fait, t'as tué ta fille. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision, je me sentais en paix. Et après, j'ai traversé une tempête. Je me sentais plus du tout en paix. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas te dire si c'est une décision qui me laisse en paix ou pas. Voilà. Bah, c'est encore tôt. Tu vois, ouais. Je pense que c'est encore tôt. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je prendrais la même décision. C'est des choses, en tout cas, qui me traversent. Tu vois, je me dis, est-ce que tu prendrais la même décision aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu ferais, etc. Ah, ok. Tu sais, j'ai un truc pour toi. Ouais. Je ne sais pas si c'est peut-être aussi un truc pour les gens. Pour moi,
il y a un truc pour éviter les regrets, ou en tout cas, tu vois, de réfléchir trop à des décisions que tu as pu prendre dans le passé. Je trouve qu'il y a un truc génial, c'est qu'en fait, sur le moment, quand tu as une décision dure à prendre, c'est de te dire, qu'est-ce que dirait la Suzanne de dans 10 ans par rapport à cette décision ? Et je trouve que ça marche trop bien. Franchement, j'ai toutes mes décisions dures à prendre, je les ai prises sur ce truc-là, parce qu'en fait, je me suis projeté vraiment en me disant... En fait, en vrai, je crois que dans 10 ans, je serai très à l'aise avec la décision que je suis en train de prendre là, qui est dure à prendre, mais que je suis en train de prendre. Et de ce fait-là, dans le futur, bah, en fait, je sais que je l'avais pris en me disant, non, mais en fait, ton toi du futur, il sera OK avec ça. Et tu vois, je sais que c'est encore une fois plus simple à dire qu'à faire, mais je trouve que c'est un truc que j'ai fait de façon un peu... qui m'est venu comme ça en tête, tu vois, et en fait ça marche vraiment super bien, en tout cas dans ma vie à moi. C'est un super conseil. Voilà. Et c'est bien justement au contraire d'avoir des conseils comme ça auxquels se raccrocher quand on a des décisions à prendre. Après, c'est mon conseil à moi par rapport à ma vie, hein, si tu veux, donc c'est pas forcément... Mais je trouve que moi ça m'a vraiment aidé à me dire, ok, et la Suzanne de dans 10 ans, comment elle verrait cette décision-là par rapport à, je sais pas, tu vois, par rapport justement à l'IMG de... Voilà quoi. Ouais, c'est vrai. C'est une question à laquelle je peux pas encore répondre. Bah oui, je suis en train de cheminer, en tout cas. C'est pas par hasard que tu viens là. Ouais, c'est sûr. Complètement. Et tu vois, il y a un truc marrant, c'est qu'en fait, après ça, je n'ai plus été capable de prendre de décision, quelle qu'elle soit. Des vacances, même choisir un restaurant, c'était compliqué. Bah oui, tu m'étonnes. Et même encore aujourd'hui, alors que pourtant, je suis sans doute encore quelqu'un d'affirmé, de décider. Tu vois, je suis bélier, j'ai un côté fonceur et tout ça. Mais là, j'ai été complètement ébranlée, même dans... Ça a été un vrai séisme, même identitaire, en fait. Par rapport à ton identité de maman, tu veux dire, de femme? Ouais, même, tu vois, mon identité globale, quoi. C'est-à-dire que... jusqu'à présent, prendre des décisions, ça n'avait pas été un problème. Bon, voilà, c'est peut-être la décision. Ça a été très compliqué de la prendre. Après ça, je ne savais plus prendre de décision. Bah, si tu t'es dit, c'est super, j'ai tué ma fille, forcément, t'as pas envie de prendre de décision, quoi. Ouais. C'est vrai que à mon encontre, j'ai vraiment des pensées, super dures, très culpabilisatrices, etc., qui quelque part ont été aussi salvatrices parce que... je les ai traversées, j'ai pu les verbaliser avec Paul qui m'a renvoyé une toute autre réalité. Moi-même, j'ai avancé, donc quelque part, jour après jour, je balaye aussi les idées un peu dark qui peuvent entourer cet événement, quoi. C'est pas facile de se lâcher la grappe. Hein. C'est pas facile, c'est vrai. Et c'est encore plus, je trouve, cruel quand tu traverses un événement, tu vois, qui est ultra difficile et que t'es rattrapé justement par cette culpabilité, l'idée que tu peux avoir de ce que vont penser les autres, etc. Enfin, c'est pas simple d'être simple. Non, mais vraiment, c'est voilà. Et donc avec Paul, on a avancé, on a beaucoup discuté et en tout cas aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a renforcés. Voilà. On se dit bon, on a vécu quelque chose de vraiment difficile. Le pire, je sais pas, la question c'est pas de classer les souffrances, mais en tout cas on a vécu vraiment quelque chose de difficile. On a su le traverser à notre manière, voilà. Et aujourd'hui on en parle plus sereinement, en tout cas entre nous, et on parle de Madeleine entre nous. Ce qui sera important pour nous, c'est de ne pas faire peser ça sur nos enfants, voilà, qui ont suivi. C'est leur histoire, et en même temps, leur histoire, c'est d'avoir une grande sœur, quoi. Toute la souffrance, etc., que ça a pu accompagner, peut-être qu'on essaiera de les épargner un peu, quoi. Voilà. Ou en tout cas, de ne pas leur faire peser ça plus qu'il n'en faut. Jusqu'à l'âge où ils viendront, en tant qu'adultes, vous demander comment ça s'est goupillé exactement, quoi. Et il y a un truc qui me rassure quelque part, c'est que j'ai une de mes amies qui a une sœur qui est morte pendant la grossesse et qui me disait qu'en fait, ce qui l'avait toujours frappée, c'est d'avoir vu sa mère en parler sans émotion. Alors qu'elle aurait aimé au contraire voir sa mère dans l'émotion, dans la sincérité et l'authenticité en fait de ce qu'elle ressentait.
Et donc je me dis bon bah tiens, allez c'est pas grave quoi si. C'est pas grave si tu pleures. Ouais. C'est pas grave si t'es triste. Ouais, si je suis. Ouais. On y revient. Vis-à-vis de mes enfants, quoi. Ouais. Tu vois, quand j'en parlerai à mes enfants, bah en fait, finalement, c'est bien aussi, quoi, qu'il y ait de l'émotion, parce que. Tu peux montrer à tes enfants que t'es triste sans pour autant venir leur mettre une chape de plomb de souffrance. Je crois hein, que tu vois qu'il y a un juste milieu qui peut. Mais je mélangeais peut-être un peu ça, tu vois. Ouais. Je comprends. Ça va mieux là ? Ouais. Ok. Ouais, ça va mieux et puis. Et puis, bah, en fait, très vite, avec Paul, on s'est dit que non, on avait envie d'avoir des enfants. Et donc, pour nous, ça n'a pas été ça n'a pas signé l'arrêt de l'envie de construire notre famille. Au contraire. Voilà, au contraire. Et donc, Pia est arrivée. Et par contre, pour la naissance de Pia, j'avais envie d'un... Attends, tu me dis Pia est arrivée comme si c'était arrivé comme ça, quoi. J'imagine que quand tu découvres la grossesse de... Enfin, quand vous découvrez la grossesse de Pia, quand tu découvres la grossesse de Pia, il y a sans doute des trucs qui reviennent, non ? Eh ben, en fait, le premier truc, c'est quand même la joie. Ok. Ouais, je me sens un peu flottée quand j'apprends ça, parce que du coup, j'avais un désir, là, pour le coup, vraiment très, très fort de retomber enceinte. Voilà. Et c'est même Paul qui m'a dit, attends, on va laisser dépasser le terme de la naissance de Madeleine. C'est-à-dire, Madeleine aurait dû naître en octobre. Il faut dépasser ce terme-là parce que il avait l'intuition et je crois qu'il avait complètement raison que c'était pas bon pour nous en fait dans notre vécu de potentiellement se faire chevaucher en fait voilà de deux enfants. Enfin c'est mal dit mais vous voyez, tu vois ce que je veux dire quoi. Ouais. Et mais voilà, mais après du coup je suis hyper heureuse, Paul aussi quand il l'apprend. Et on est confiant. Okay. Je crois qu'il y avait vraiment le truc de se dire c'est pas possible. Voilà, que la vie nous joue des tours à nouveau. Non, c'est pas possible que ce soit aussi moche. Donc plutôt confiant et la suite nous a donné raison parce que la grossesse s'est déroulée. Alors moi je suis super malade quand je suis enceinte, donc c'est pas non plus une grosse partie de plaisir, mais en tout cas les choses se sont déroulées plutôt tranquillement. Si ce n'est que on était confinés et que donc pas de préparation à la naissance du tout. Alors que moi je m'étais inscrite dans un parcours de naissance physiologique. Donc parce que j'avais envie d'un truc le moins médicalisé possible. Voilà. J'imagine. Encore une fois, l'idée c'est pas de dire les médecins sont des grands méchants et voilà, mais moi j'avais envie de vivre un truc plus doux. Et donc je m'étais inscrite dans ce parcours-là et finalement ça s'est très bien passé. Pas de préparation à la naissance, donc là il faut un peu s'auto-convaincre en se disant bon, allez, les femmes ont accouché de tout temps, ça va aller. Donc moi j'ai lu une bande dessinée sur la naissance et ses super pouvoirs. Une bande dessinée de Lucille Gomez. C'est Lucille Gomez, oui. Incroyable. Et je connais bien. C'est grâce à elle que j'ai, enfin, en tout cas en partie, que j'ai pu aborder la naissance de Pia sereinement. Voilà. Ça cartonnait, ça m'aidait, je crois, d'ailleurs. Bah, c'est mérité. Ouais. Parce que vraiment, c'est formidable. Et donc, Pia est née à Rennes en juillet de manière physiologique. Voilà. Donc, d'accord. Ça, c'est une autre expérience assez folle. Ok. Comment s'est passée cette grossesse ? Enfin, cet accouchement, pardon. C'est-à-dire que là, j'avais pas trop le choix que d'être en roue libre, quoi, parce que j'avais pas eu de préparation à la naissance, j'avais pas trop à quoi m'attendre, donc je pouvais que accueillir, quoi. Donc les contractions ont commencé. Paul m'a demandé ce que je voulais manger, j'ai dit des frites, donc j'ai mangé les frites. Pas mal. Ouais, pas mal comme choix. J'avoue. On est allé à la maternité le plus tard possible. Là, clairement, c'est pas une partie de plaisir après arriver à la maternité. Enfin, je veux dire, les contractions, tout ça, ça fait vraiment mal. J'ai vraiment traversé la phase de désespérance en me disant, mais qu'est-ce que je fous là ? C'est-à-dire, quelle idée saugrenue que d'avoir décidé d'accoucher physiologiquement. Enfin, la péridurale est quand même une très belle invention. Faut vraiment pas s'aimer pour faire ça, quoi. Pour ne pas faire appel à la péridurale. Bon, il paraît que c'est normal de traverser cette phase-là, qu'en plus c'est souvent signe que le bébé approche vraiment.
J'ai découvert il y a quelques semaines, tu vois, parce que je connaissais pas. Ouais, voilà, la phase de désespérance. J'ai pas encore interviewé assez de darons, si tu veux. Les darons me racontent assez peu ça, tu vois. C'est pas vraiment j'imagine. dans leur vécu. Ils sont plutôt à côté comme des couillons. Oh bah merde, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? Ouais, la phase de désespérance, assez violent, mais voilà, en même temps, il paraît que c'est naturel de traverser ça. Et puis, il y a une autre phase qui m'a marquée, c'est ce qu'on appelle le cercle de feu. Donc, c'est vraiment au moment où la tête du bébé, en fait, sort, quoi. Et où, comme disent les sages-femmes que j'ai pu rencontrer, il faut accepter de se faire mal. Voilà. Ok. Mais il y a des soirées pour ça, qui sont très sympas, si tu veux. Ouais. Ok. Bon, est-ce que tu as accepté de te faire mal alors? Pour la naissance de Pia, non, j'ai résisté. Ok. Bon, j'ai fini par lâcher puisque Pia est née, mais j'ai résisté parce qu'honnêtement, on a l'impression qu'on va se couper en deux. Donc c'est... Mais ça se passe quand même parce qu'en fait il y a un truc en même temps animal, un peu transcendantal. En plus, pour peu qu'on soit entouré de sages-femmes, et c'est souvent le cas, bienveillantes, etc. Enfin, elles accompagnent vraiment quoi la naissance et la femme dans cette étape-là. Donc bon, voilà, les choses se sont bien déroulées, mais le cercle de feu. Pensez à moi quand ça arrivera. Waouh! Mais tu sais que j'ai mis très longtemps à faire Histoire de daronne. Hein. D'abord, j'ai fait plein de darons, j'ai interviewé plein de darons et tout. Et en fait, plus j'en fais, et plus je me dis... Alors, j'en étais déjà convaincu que vraiment les mecs sont pas faits physiologiques. Enfin, je veux dire, il y a un truc, même mentalement, tu vois, moi, t'es en train de me raconter ça, je suis à moitié en train de tourner de l'œil, quoi. Et je sais pas, vraiment, je me dis, mais pourquoi vous faites encore des enfants alors que, tu vois, vous en parlez et tout. Enfin, c'est ouf. Vraiment, je me dis, waouh. Enfin, j'ai vu la mère de mes filles, tu vois. J'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement mieux à côté. Et d'un autre côté, je pourrais jamais vivre ça. C'est vrai. En tant que mec. Ouais. C'est vraiment une expérience, en tant qu'humain, si tu veux, à laquelle je pourrais jamais accéder. Ouais. Complètement. Donc il y a à la fois beaucoup d'admiration et en même temps, tu vois, des gros yeux en disant waouh. Ouais. Bon bref, et aussi, mais pourquoi vous faites ça? C'est zinzin. J'imagine qu'une fois qu'il est là et sur le point de sortir, il faut y aller quoi, de toute façon. Pas le choix. Ouais. Pas le choix et c'est vrai que ça permet quand la naissance est possible comme ça. Moi, ça m'a permis en tout cas d'accueillir Pia puis Joseph, qui est né aussi physiologiquement, de la manière dont j'avais envie de les accueillir, c'est-à-dire de les avoir tout de suite et de ne pas être séparés d'eux. Ok. Voilà. Hein, j'imagine qu'il y avait un truc à réparer. Ouais, je comprends. Clairement. C'est pas tellement la naissance physiologique, en fait, moi, que j'allais chercher. C'était vraiment le fait de pouvoir être connecté avec mon bébé et de le garder tout de suite avec moi, qu'il soit jamais enlevé, même pour aller dans la pièce d'à côté pour des mesures, des petits tests, etc. C'est de pouvoir vraiment tout de suite le prendre dans mes bras, l'accueillir et rester avec lui. Voilà. Donc évidemment, que ça fait écho à la naissance de Madeleine, ouais, c'est sûr, bien sûr. Donc Madeleine, quelque part, je me dis qu'elle m'a amenée vers ça, qui est une expérience folle, la naissance physiologique. Enfin, moi, j'avais un truc super puissant après de me dire, je me sens connectée à toutes les femmes du monde, toutes les femmes de toutes les générations. Enfin voilà, il y avait un truc, je me sentais super puissante en fait. C'est de la bonne drogue, l'endorphine. Ouais. Après, je suis très d'accord. Moi, j'ai ressenti ce truc aussi quand ma fille est née. Alors pas en tant que mec, tu vois, cette fois, mais vraiment d'avoir la sensation j'ai vu je me suis senti connecté au sol et à l'arbre et à un arbre et en fait à mes racines, à mes ancêtres et tout. Très chelou. Bon, beaucoup d'émotions de ma part, mais pour le coup pas d'endorphine. J'étais pas en train d'accoucher, mais c'est vrai que j'ai eu ce truc-là. Donc ça me parle. Ouais. Tu vois, c'est marrant, ouais. Et du coup, voilà, donc Pia est arrivé, on était super heureux. Franchement, super heureux. Et puis après, séjour à la maternité, on est un peu en orbite, clairement. Enfin, ça décoiffe.
Ça décoiffe l'arrivée d'un enfant. On était en orbite, mais aussi assez serein finalement. Parce qu'on avait traversé des choses aussi avant avec Paul qui faisaient qu'on était soudés. Enfin voilà, on avait très envie de cette famille et tout ça. Donc il y avait du calme en fait dans notre accueil de Pia. Et puis après on est rentré chez nous tranquillement. Je me suis vite retrouvée seule en fait puisque Paul a dû rapidement retourner travailler. Et c'est dans la jungle. Dans la jungle, tout à fait. Et là, c'est là que le plus dur quelque part a commencé. Moi je trouve. C'est quand tu te retrouves nez à nez avec ton bébé seul, des journées entières. Gros moment de solitude. Voilà. J'ai vraiment des souvenirs de solitude intense. Voilà. C'était en plus la période Covid, etc. Donc voilà, et je me disais, j'ai l'impression d'un truc un peu schizophrénique, c'est-à-dire que j'étais très heureuse. Je regardais ma fille en me disant, waouh, c'est exceptionnel. On a fait ça avec Paul, c'est fou. Et en même temps, je me disais, c'est quand même vachement aliénant. En plus, j'allaitais. Donc, il y a un truc où tu te dis, je ne peux plus me dissocier de ce petit être, quoi. Est-ce que ça va durer vraiment longtemps ou parce que c'est dur. Voilà, c'est dur. Donc, une période, en dents de scie, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même commune à beaucoup, beaucoup de jeunes mamans, quoi. Enfin, non, mais ce qui est cool, je trouve, c'est qu'on en parle maintenant. Ouais. Là où il y a encore, j'ai l'impression, entre 5 et 10 ans, on n'en parlait pas du tout. Ouais, avant. C'est vrai. Les réseaux sociaux ont un peu aidé les réseaux sociaux, les podcasts, etc. Bien mais sûr. ont un peu aidé à faire savoir ça. Complètement. Foresti, avant ça, mais elle en faisait des blagues, donc ça marchait moins bien. Ouais, C'était marrant, mais en même temps, c'est marrant. Mais d'un autre côté, ça raconte pas vraiment la réalité, quoi. Tout à fait. Ça met à distance, quoi, forcément un peu. Ouais. Alors que, moi, c'est vrai que j'ai des souvenirs moi, je me revois même dire à Paul, prends notre bébé parce que là, je n'en peux plus. Ouais. Voilà. Donc, salut. Barre-toi avec. Voilà. Et puis finalement, les choses se font, quoi. Voilà, progressivement. Comment ça s'est passé avec Paul aussi? Je me demandais, tu vois, tu disais, on était vraiment unis, et j'imagine à quel point la naissance de Madeleine a dû vous souder. Ouais. Peut-être même vous faire ouvrir les tripes l'un à l'autre, tu vois. Absolument. Et à quel point ça vous a aidé, entre guillemets, dans votre accueil de Pia? Je crois que ce qui nous a aidé, c'est qu'en fait, quand il y avait des moments difficiles, on se disait, ouais, mais notre bébé pourrait ne pas être là. Voilà. Et là, Pia, elle est là. Et c'est l'essentiel. Voilà. Ça remet tout en perspective. Ouais. Et vraiment, c'est, je revois des moments précis, quoi, où on se dit ça, où moi je me dis ça individuellement, me dire en fait, on dort pas la nuit, etc. Enfin, il y a des moments qui sont hyper confrontants, et en même temps, elle est là. Et en plus, elle est là, et en plus, elle est en bonne santé. Je veux dire, voilà. Donc, le luxe, la chance, vraiment. Je crois c'est cette conscience qui nous a permis d'accueillir Pia telle qu'on l'a fait. Ok. Ouais. Vraiment. Puis là, vous avez fait un petit dernier, donc. Ouais. Jojo. Un petit mec. Jojo, le pauvre. Ouais. Vous l'appelez Jojo, vraiment. Ouais. S'il écoute ce podcast plus tard, il m'en voudra. Putain, maman, arrête de m'appeler Jojo, s'il te plaît. Mais un petit dernier, Joseph, qu'on a accueilli aussi de manière physiologique. Alors, quand tu dis on, c'est plutôt toi, de ce fait-là. Ouais, mais je me sens quand même vraiment liée à Paul. Oui, je comprends. Dans tout ça, tu vois. Donc. Est-ce que lui-même se sent lié à ton cercle de feu? Là, je crois que là, on l'a perdu. Là, je pense qu'on l'a vraiment perdu, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que vraiment, il est allé se coucher, c'est ça, au moment d'un coup? Non, mais moi, j'ai fait ça. Moi, je suis parti. J'ai trop d'émotions. Ouais, trop dur. Trop dur à vivre. Non, il était là. Il a tenu la rampe. Il m'a même donné des indications en me disant le bébé arrive. Voilà. Et moi, je me raccrochais finalement aussi pas mal à ce qu'il me disait, lui. Donc,
clairement, sans sa présence, ça aurait été compliqué pour moi. Oui. Tu vois. Mais c'est parce que tu disais on l'a perdu pendant le cercle de feu. Je me disais, est-ce que le mec a juste décidé d'aller faire une sieste à ce moment-là en disant ok, c'est trop. Non, mais je pense que de lui parler de cercle de feu, là, Paul, il est un côté quand même vachement plus. Alors que pourtant c'est très pragmatique, très. C'est une chouette image. Je vois l'idée. Ouais, je veux dire, je pense que ça parlera aux femmes. Ça parle peut-être pas à Indiana Jones, tu vois. Ouais, c'est ça. Indiana Pardon, Jones Paul, je te connais et le pas. Cercle de feu. Je te connais pas, mais c'est Suzanne qui m'a mis cette image en tête. Maintenant, j'arrive plus à m'en séparer. J'imagine tel un baroudeur avec son gros couteau. Mais c'est ça. Et sa moto, mais c'est ça. Ah oui, c'est ça. Okay. Ouais, exactement. Crocodile Dundee, quoi. Un peu plus ancien. Ouais, bien sûr. Ok, ça se passe bien alors, la famille ? Ouais. Ça se passe bien. On s'ennuie pas. Parce que là, de ce fait-là, donc Joseph, il a quelques mois. Il va avoir 6 mois. Ils ont 22 mois d'écart. Ok. Donc, sport, quand même, vraiment, clairement, très sport. Oui. Ouais. Moi, j'étais pas mal habitée par des questionnements autour de la fratrie, parce que je suis enfant unique. Ah. Et donc, je découvre la fratrie à travers mes enfants, et je sens qu'en fait, ça vient me chercher loin. Ça me questionne beaucoup, beaucoup. Tu veux dire le fait d'avoir des enfants qui sont... pour moi, l'un des trucs fous, c'est que dès que tu as plus d'un enfant, c'est-à-dire que dès que tu as 2 enfants, les enfants ils sont obligés de se positionner l'un par rapport à l'autre, même si tu fais en sorte de les éduquer de la même façon. En fait, tu n'y échapperas pas, tu vois. Et ça crée plein de dynamiques, des problèmes, des trucs cool, mais aussi des problèmes. Ouais. C'est à ça que tu fais référence ? C'est à ça que je fais référence. Carrément, c'est-à-dire que ça crée des choses qui sont en fait indépendantes de toi, quoi que tu le veuilles ou non. Enfin, de toute manière, il y a des choses qui t'échappent. Et il y a aussi, tu vois, je suis confrontée à des moments de jalousie de ma fille vis-à-vis de mon fils. Tu vois, ça me démunit, quoi. Je me dis, mais comment accompagner ça ? Est-ce que c'est normal ? La réponse est oui. Mais, mais tu vois, est-ce que j'accompagne suffisamment ? Enfin, je sens que ça me renvoie vraiment à moi, quoi. C'est-à-dire que, et en même temps, j'ai très envie qu'ils s'entendent bien, mais d'un côté, ils sont quand même très petits. Il faut aussi que la jalousie et l'agressivité puissent s'exprimer. Enfin, c'est on ne peut plus humain. Oui. Surtout, je crois, en plus, au sein d'une fratrie. C'est que le début, je pense, en plus. Et puis ils sont très rapprochés, donc ils vont grandir, ils vont vivre ensemble, ils vont aller potentiellement, tu vois, dans les mêmes écoles, dans le même collège, en même temps, en plus. Ouais, carrément. Et puis Pia, c'est notre fille qui est venue après Madeleine, donc elle a aussi concentré beaucoup de notre attention, beaucoup de nos espoirs, de notre joie, etc. Donc peut-être qu'elle a aussi reçu tout ça et que tout à coup voir l'attention qui se déporte, c'est quelque chose, quoi. C'est chiant, franchement. T'avais tous tes parents pour toi et là d'un coup d'un seul t'es là. Comment ça ? Il faut que je partage. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Je comprends. Donc ça me questionne pas mal en ce moment. Et puis il y a un autre truc dans lequel je me sens engluée. C'est-à-dire que au début, tu sais, on entend beaucoup parler en ce moment de parentalité positive, tu sais, faut pas de tournure négative auprès des enfants, etc., etc. Au début, il y avait des choses qui me parlaient, quoi, là-dedans, clairement, la bienveillance et tout ça. Mais dans le quotidien, j'y étais pas du tout, quoi. Enfin, des fois, je m'emporte. Tu veux dire que tu es humaine ? Voilà, c'est ça, exactement. Tu veux dire que tu as des émotions ? Exactement. Que t'es pas un robot ? Ouais. Et en fait, petit à petit, tu vois, je découvre que c'est complètement ok, en fait, de s'emporter, d'avoir envie de quitter la pièce. Bon, je vous laisse vous débrouiller. Tu vois, ils ont 2 ans et demi, 5 mois. Maman is out. Allez, salut. Ouais, c'est ça, exactement. De dire non, de gronder, de mettre au coin. Enfin voilà, que c'est des choses en fait qui sont aussi structurantes et nécessaires, quoi, pour les enfants. Mais ça a été un apprentissage, quoi, pour moi. Et ça continue de l'être d'ailleurs. Mais je me sentais un peu engluée dans des injonctions un peu contradictoires, quoi. C'est beaucoup de pression, hein. J'ai l'impression pour les jeunes parents là qui, tu vois, moi par exemple, donc mes filles sont plus grandes que les tiens, elles ont 16 et 14, et en fait à 10 ans d'écart,
cette tendance-là, qui est hyper importante, hein, je trouve, tu vois, de parler de parentalité positive, etc. Enfin, vu l'éducation qu'on a pu recevoir, qui était beaucoup moins consciente de la part de nos parents, mais qui ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est beaucoup de pression. Et moi, tu vois, j'ai pas du tout vécu ça. Il y avait pas ça, ou alors c'était vraiment des bribes. Et les réseaux sociaux ont incité aussi à faire découvrir ça. Mais faut un peu aussi se lâcher la grappe, quoi. Tu vois, c'est important d'avoir un cadre et d'avoir un phare, tu vois. Mais après, c'était pas la première daronne ni le premier daron qui vient me raconter que c'est compliqué, qui se mettent beaucoup de pression. Et tu vois, c'est des discours que j'avais pas il y a 5 ans quand j'ai commencé Histoire de daron. Ouais. Donc et là, j'en vois de plus en plus. Et c'est donc foutez-vous un peu la paix. Ouais. Faites en sorte de faire le mieux que vous pouvez par rapport à tout ce que vous avez pu lire, etc., qui est trop bien d'une manière générale. Et en fait, si vous n'êtes pas dans le cadre, vous faites du mieux que vous pouvez, quoi. Ouais. Très juste. Et on n'est pas mort, quoi. Nous, en tant qu'adultes, on s'en est sortis. On a quelques névroses, mais finalement, comme tout le monde. Bah oui, et puis en fait, tes enfants et mes enfants, t'inquiète que mes ados, là, elles ont des névroses, hein. Ouais. Et que tes enfants, ils auront des névroses aussi. On est tous... Tout à fait. On est tous névrosés, c'est ça aussi qui fait que c'est cool la vie, non ? Et que c'est riche et que c'est intéressant. D'avoir des trucs sur lesquels bosser. Ouais, carrément. Ah ouais, tout à fait. Mais tu vois, les injonctions contradictoires, je trouve qu'elles sont hyper fortes aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vois, même par exemple pour une femme, tu dois et bosser et t'occuper de tes enfants. Sauf que pour t'occuper de tes enfants, en fait, il n'y a pas de mode de garde. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué de faire garder ses enfants, quoi, que ce soit dans des grandes métropoles ou même en zone plus rurale, etc. Enfin, il y a un vrai manque de place, quoi, en mode de garde. Donc, c'est difficile de savoir vraiment, en fait, au fond, mais attends, qui je suis, quoi, dans tout ça. C'est-à-dire que j'ai envie de m'occuper de mes enfants, j'ai envie de bosser, j'ai envie d'être un parent positif, mais aussi, parfois de pouvoir, exactement. Donc c'est pas simple, et en même temps, c'est passionnant, quoi. Il y a un truc, waouh. Je sais pas si t'as écouté l'épisode avec Myriam, qui est l'un des tout premiers que j'ai fait. Ah non. Dans l'histoire de daronne, où elle raconte comment elle a foutu dehors ses grands enfants qui sont revenus vivre chez elle alors qu'ils avaient 25, 27 et 20, tu vois. Et ils sont revenus vivre chez elle. Alors il y avait les deux plus petits les deux plus petits, 25 et 20, qui vivaient chez elle parce qu'en fait ils étaient jamais partis. Et t'avais l'aînée qui était partie, elle, mais qui était revenue pour le Covid et en fait qui partait plus de ce fait-là. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, tout ce qu'elle raconte sur la façon dont elle a fini par se rendre compte que elle était plus qu'une maman, et en fait elle a genre 50 et quelques balais, tu vois. Elle est là, il est temps pour moi de redevenir femme. Excellent. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc si vous avez l'occasion que vous écoutez, d'aller écouter cet épisode au tout début du podcast. Carrément. C'est très important, c'est très cool, c'est Myriam. Et en plus, je trouve ça super cool d'avoir des témoignages aussi de daronnes un peu plus âgées. Ouais. Je trouve qu'on en manque aussi, alors qu'elles ont plein de trucs en fait à C'est mon objectif. Enseigner. Si vous écoutez et que vous voulez venir me raconter, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail sur daronne avec un s @fabflorent.com. Je prends les histoires de daronnes un peu plus âgées, et c'est pareil, tu vois, je voulais avoir des darons plus âgés aussi. Donc j'ai des darons d'adolescents, c'est vraiment cool, ça permet de pouvoir se projeter un peu, quoi. Mais oui, parce qu'en fait la daronitude ne s'arrête pas aux 3 ans de l'enfant. Non. Crois-moi que non. Ouais. Désolé. Plein d'aventures à venir. Cool. Cool. Des aventures pour Indiana Jones. Exactement. Avec son gros couteau. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Si tes enfants écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire là aujourd'hui ? C'est pas facile comme question. Je sais. Je crois que ce que j'ai envie de leur dire, et pour reboucler un peu avec ce qu'on disait au début, c'est que je les aime sans condition. Voilà. Fin.
Mic drop de la daronne. Merci beaucoup, Suzanne. Merci à toi. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur. C'est gentil, merci. Et puis à la famille aussi. Bien sûr. Et à Indiana Jones. Salut Paul, c'était cool. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Voilà, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.